Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Val. Bonjour Ryan, bonjour à tous. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, moi de mon côté, un peu moins du tien, hein, parce que Val nous couvre un petit quelque chose. Il est pas très très en forme, donc on s'excuse à l'avance, hein, si à un moment il y a de la toux ou quoi. De toute façon, on essaiera de faire au mieux pour couper tout ça au montage. Dans tous les cas, nous, Valentin, on se retrouve aujourd'hui pour les tiers 5 et 6 sur nos Tiden. Donc, pourquoi seulement les tiers 5 et 6? Bah, parce que sur le premier épisode, vu qu'on n'avait pas de Tiden en tiers 1, on s'était permis de faire du 2 à 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, en gros, aujourd'hui, il nous reste les 5 et 6. Et comme on vous a dit, on aura notre petit tiers supplémentaire qu'on développera un petit peu plus le jour 3 de la draft. Donc, Val, bah, on va commencer directement, à part si t'as quelque chose à nous dire avant. Non, en plus on n'a pas fait enfin on n'ajoute pas le tier 7 parce que franchement, honnêtement, c'est vraiment pas incroyable ce qui se profile sur un tier 7 ou un Drafted Free Agent. Donc vraiment, on va se concentrer sur les 5 et 6 et essayer de les développer un petit peu plus qu'on a pu faire sur les receveurs ou sur les running backs, vu qu'il y en a un peu moins. Exactement. Donc on va commencer directement avec notre premier tight end du tier 5, quelqu'un qui je sais était attendu parmi les gens qui nous suivent, hein, puisque là, Val, tu vas nous parler donc de Greg Dulcich, donc le tight end de UCLA. Greg Dulcich, 23 ans, il est marge à 6'4", 248 pounds, donc on est sur un beau gabarit. Dulcich, cette saison, c'est 725 yards et 5 touchdowns. Donc, dis-nous un petit peu ce que toi tu penses de Greg Dulcich, Val. Bah déjà, c'est un mec que j'avais tier 3 au tout début, avant de vraiment me mettre à scouter. Et quand je l'ai scouté, je l'avais laissé tier 3. Pour moi, c'était un bon tier 3. Et puis plus je scoutais à côté, plus je l'ai fait reculer. Plus je lui retrouvais des défauts par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça qu'il a atterri en tier 5. Après, je pense que j'ai peut-être été un peu dur sur lui. Je pense que on s'oriente peut-être plus sur un tier 4, genre milieu quatrième tour, fin de quatrième tour, plus qu'un tier 5. Mais bon, après, c'est pas non plus ridicule de mon point de vue en tout cas. Déjà, c'est un athlète qui est assez moyen. Il a une vitesse, une explosivité, une agilité bonne, une vitesse correcte. Par contre, il a une très bonne coordination œil, pied, main. Il a des grandes mains avec un très bon catch radius, mais il a tendance à pas mal drop sur l'intérieur. Et je trouve qu'il drop parfois par manque de concentration. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. C'est une bonne menace en yard après catch. On s'oriente plus sur une menace verticale uniquement, je pense. Sa panoplie de tracé est pas vraiment très développée. C'est ce qu'il faisait principalement à UCLA. Je trouve qu'il a un bon QI dans la zone et ça a été une machine à big play parce que je crois qu'il a une super moyenne de yards par catch. Je crois que ça se tourne autour de 17, quelque chose comme ça. Enfin, il a eu pas mal de big play à UCLA. Par contre, en point faible, je trouve que sa séparation, elle est moyenne. Alors, j'ai marqué moyenne plus, donc on s'oriente sur un moyen bon. Moi, ce qui me pose problème avec son gabarit, c'est qu'il casse pas de plaquage. Il a été rarement employé en tight end traditionnel, donc on va dire en extension de l'offensive tackle, sauf en red zone quand c'était du personnel lourd, donc que UCLA allait faire courir le running back ou autre. C'est un bloqueur que je trouve correct, mais il a tendance à jouer un petit peu trop haut sur ses blocs et il dispose pas d'un bon ancrage au sol. Donc s'il efface ses problèmes de drop et qu'il bonifie son arbre de tracé et qu'il devient un bloqueur un peu plus correct en NFL, je pense qu'on peut avoir un bon numéro 2. J'étais globalement un peu déçu de lui, je m'attendais à beaucoup mieux. Je pense que c'est un tight end quand même qui a besoin de développement. On sait que l'âge, parce que vous allez me dire, ouais, un mec à développer qui a 23 ans, c'est un peu chiant, mais sur les tight ends, c'est un peu moins embêtant. On sait que généralement, ils arrivent à maturité un peu plus tard. Donc on va dire que c'est peut-être un des postes qui est le moins embêtant sur l'attaque au niveau de l'âge. Surtout qu'il part quand même avec une base vraiment très correcte. Je suis...
Je pense que ça dépassera vraiment pas le numéro 2. Je pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour être un numéro 1 en NFL. Je pense que, alors je compare pas hein, aux joueurs, mais vous voyez un Hayden Hurst, ce genre de joueurs-là qui sont deux, des fois un petit peu un, mais on va dire ce joueur de joueur, mais voilà. Je pense que ça, il a une très bonne carrière à UCLA, mais que ça se retranscrira peut-être pas forcément en, Ah, et Val nous a coupé son micro sans faire exprès. en NFL, ouais, pour finir. J'ai coupé un peu court. Ok, y a pas de souci. Après, moi, j'attends d'en voir plus en fait à l'échelon supérieur parce que bon, voilà, on sait que UCLA avait pas non plus un quarterback extraordinaire pour mettre en valeur Dulcich. Et on sait aussi qu'en college football, très souvent les tight ends sont sous-utilisés. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'il pourrait donner en NFL. En tout cas, voilà le résumé de Greg Dulcich. On va avancer, Val, et on va parler cette fois-ci donc de Charlie Collard d'Iowa State, 23 ans, 6'6", 256 livres, encore un gros gabarit, hein, il est bien plus grand que Dulcich. Pareil, je sais que Charlie Collard, c'était peut-être un nom qui était attendu un peu plus haut que ceux là où tu l'as classé en gros. Donc pareil, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de Collard? Bah, en gros, c'est un peu un mec qu'on aimait tous dans le podcast. Il y a déjà, on parlait de lui il y a déjà bien 2 ans, donc sa saison sophomore, si je me trompe pas. C'est quelqu'un qu'on a toujours apprécié globalement tous dans le podcast, mais qui nous a un peu déçus aussi par son manque de progression. C'est quelqu'un qui n'a jamais progressé athlétiquement. C'est ce qu'on lui a un peu toujours reproché quand on le voyait jouer. C'est un mec qui a une très bonne coordination pieds-mains, un très bon body control, un timing excellent. Il a des mains ultra sûres. Techniquement, on est vraiment sur du très bon. Il a un très gros QI. Mais son manque de progression athlétique, tu sens que le mec, il va pas forcément énormément à la salle. Enfin, tu vois, il a des bras, quand tu vois ses bras, ils sont assez lambda. C'est pas défini musculairement. On a vu vraiment aucun changement de ce côté-là, pardon, et ça pose problème bah, pour sa séparation, ses yards après catch. En plus, sa release, elle est un petit peu inconsistante. Il joue trop, il doit trouver plus d'ancrage au sol sur son run block ou son pass block, ce qui le rend vraiment hyper inconsistant malgré un effort, une technique correcte. Je pense que c'est un tight end qui est vraiment, et je mâche pas mes mots quand je le dis, il est vraiment juste exceptionnel quand il s'agit de recevoir la balle. Mais s'il avait pu développer un petit peu plus son athlétisme, alors je parle même pas forcément en vitesse ou quoi, mais voilà, un petit peu plus de muscle, un petit peu plus de puissance et tout, enfin je l'aurais mis tier 3, tier 4 quoi. C'est un peu con parce que c'est vraiment toujours ce qu'on lui a reproché tout au long de sa carrière à Iowa State, c'est ce manque d'athlétisme. Donc je pense qu'il était au courant, je pense que lui-même il sait qu'il a des super mains. Enfin, si tu essayes de donner tout ce que tu as à la salle ou en prépa physique, en off-season et tout, enfin, normalement, tu progresses, quoi. Donc, je vais pas parler trop de son éthique de travail, mais me pose des questions, tu vois. Je me pose des questions. Mais dans les faits, en tout cas, très, 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 très bon receveur, avec une technique de bloc qui est tout à fait correcte, mais qui manque vraiment d'athlétisme et de puissance. Ok, ok. Et du coup, ouais, quand on t'entend dire que tu te poses des questions sur son éthique de travail, du coup, on, on peut se demander s'il a vraiment des chances de progresser en NFL au niveau du run block, par exemple. Bah, c'est dur, tu vois. Comme je t'ai dit, c'est vraiment un mec qui a pas progressé du tout sur le seul point où on lui trouvait un gros défaut. Donc, est-ce qu'il va progresser en NFL? Je pense, parce que je pense qu'il a ce qu'il faut quand même pour être un bon numéro 2, tu vois. Donc, il sera pris, il aura des bonnes répétitions, il aura le coaching staff derrière son cul. Mais en tout cas, j'espère que dès cette off-season, il va s'y mettre parce que je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose à faire. Au niveau du gabarit, on est quelque chose de vraiment très intéressant. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, tu vois. Tu vois, je le connais pas, je sais pas ce qui se passe dans sa vie de tous les jours et tout, mais je trouve que quand tu le vois comme ça et quand tu vois de l'extérieur, c'est vraiment pas un gâchis, c'est un gros mot, mais tu vois, on n'en est pas loin quand même. Tu vois, je suis vraiment déçu, en tout cas.
Ok, ça s'entend et ça peut se comprendre. On va avancer directement, Val, et on va passer cette fois-ci au tight end de UAB, Gerrit Prince. On est sur un gabarit, un gabarit relativement bon, hein, pour la NFL, puisqu'il est à 6'5", 239 livres. Il a une belle fiche statistique, notamment avec 10 touchdowns et 699 yards pris. Donc on voit on voit déjà la menace en fait en red zone avec Prince. Qu'est-ce que tu peux nous dire si tu devais rentrer un petit peu plus dans les détails sur Prince, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Val? Déjà, je pense que c'est un athlète qui est un peu, comme ils disent aux États-Unis, quicker than faster. Donc, c'est quelqu'un qui manque vraiment de vitesse. Par contre, je trouve qu'il varie très bien les vitesses pendant ses tracés, un peu comme Jake Ferguson de Wisconsin. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne release. Il a de bonnes mains, il traque bien la balle, mais il a un peu de mal quand la balle lui arrive au-dessus de l'épaule, derrière lui. Je pense que c'est vraiment quelqu'un où la plupart du temps où je le vois catch, il se retourne vers la balle pour catcher la balle. Tu vois, la balle lui arrive rarement derrière lui et au-dessus de lui. Et quand ça arrive, il le fait pas hyper bien. Je trouve qu'il a un très bon QI, il comprend bien comment jouer contre la zone et la man, ce qui est assez rare. Et c'est vraiment un bon run blocker, même en motion. Mais par contre, c'est vraiment pas, absolument pas un mauler. Sur ses points faibles, il a une seule année de production. C'est pas une vraie menace en yard after catch. Ça manque de masse pour casser les plaquages. Ça manque d'agilité pour essayer de créer un petit peu balle en main. Son manque de masse sera un préjudice pour moi en NFL sur le jeu au sol. Quand vous le voyez, tu sens que le mec il est pas ultra galbé, quoi. Je pense qu'il a un très bon potentiel. Il y a une possible explosion, je pense, si le travail est bien fait dans les 2, 3 années à venir, quoi. C'est vraiment un tight end à développer et si le staff est bien fait et que lui s'en donne les moyens, je pense on le verra facilement exploser et devenir minimum un numéro 2 en NFL. Ok, on voit bien le profil. Et sinon, ouais, c'est athlète quicker than fast, pas quicker than faster, Val. Oh, Mais, autant pour moi. t'inquiète, je te le dis, c'est tout. Donc ouais, voilà, Gerrit Prince, on est vraiment sur donc un bon potentiel à développer. Donc gardez ce nom-là en tête à l'approche des tours fin de cinquième, tu penses, Val? Fin de cinquième, Ouais, sixième. après, les tight ends, il y a toujours des choix qui sont faits par les GM qui sont assez bizarres. Donc, possible qu'ils partent avant, ce sera un peu moins. Parce que quand je pense bizarre, je pense à Trey McKitty l'année dernière qui m'a vraiment surpris aux Chargers. Lui, s'il est pris au quatrième tour, je vais pas crier au scandale, loin de là. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de dire ce que je l'ai même pas marqué sur ma fiche, mais ça m'est revenu. C'était un receveur à la base. Comment il s'appelle, Gerrit Prince. Du coup, ça explique aussi voilà, le fait que vraiment dans ses tracés, c'est vraiment tout à fait bon, qu'il a de bonnes mains. Je pense que son passage en tight end a été plutôt bien exécuté. Maintenant, encore une fois, le poste de tight end, c'est un poste qui prend du temps Pour vraiment à- exploser, quoi. voilà, à exploser, à bonifier. Il y a beaucoup à travailler, il y a beaucoup à faire. Donc, je pense que si on part dans le projet, que le mec, c'est un projet, je pense que ce sera vraiment pas peine perdue avec lui. Ok, ok. On va avancer cette fois-ci. Val, tu vas nous présenter un des tight end sleeper un petit peu de cette draft qui monte un petit peu ces dernières semaines dû à l'explosion en fait de son combine et de son prodem. Moi, c'est un gars que j'avais vu en fin de saison justement avec Virginia. Tu vas nous parler donc de Jelani Woods, Val. Ouais, voilà, moi c'est vraiment un. Je pense que lui, il a peut-être ce profil de pouvoir exploser assez tard, tu vois, en NFL s'il tombe dans un bon coaching staff. Ce qui va peut-être faire peur au coaching staff, ça va par contre être son âge un petit peu avancé parce qu'il est déjà à 23 ans et demi, 24 ans. Mais sinon, déjà, Jelani Woods, c'est un gabarit incroyable. Déjà, le mec, il est à 6'7", 259 livres. Tu le vois, le mec, c'est une masse. Il fait une saison à 598 yards et 8 touchdowns, donc c'est quand même tout à fait correct. Donc, dis-nous en plus un petit peu de Woods, Val. Bah déjà, pour parler de ses qualités athlétiques, c'était un dual threat QB en high school. Donc, il a été recruté par Oklahoma State, mais il n'a pas beaucoup joué. Il a transféré en 2021 à Virginia et il a explosé.
C'est un très bon athlète, il est vraiment rapide pour sa taille. Il a l'air de bien traquer la balle et il monte de belles mains, mais il y a un petit manque de technique, de positionnement des mains. Et du coup, il peut dropper de temps en temps. Il est bon dans la course après réception, il est capable de baisser l'épaule pour gagner des yards, ou aussi grâce à sa vitesse, mais ce n'est pas élite, c'est un gros gabarit, il faut quand même déplacer sa carcasse, quoi. Donc c'est pas un mec qui va vraiment exploser les DB adverses et leur mettre 3-4 mètres, mais pour sa taille, c'est quand même un très bon gars, un très bon athlète. Il a montré aussi de bonnes attitudes en special team au Shrine Bowl. Il me semble que c'était sur un. Putain, comment ça s'appelle? Tu sais, les kick-offs en fin de match. Les onside kicks? Ouais, voilà. Sur ça, je crois qu'il avait catché la balle à une main, enfin un truc un peu de folie. Donc tu vois, tu peux le temps de le développer, le mettre, l'inclure sur des paquets, en special team, des choses comme ça. Ses points faibles, c'est qu'il a une seule année de production, du coup, il manque un peu de masse musculaire, même s'il est plutôt puissant. Sa release est trop inconsistante et sa séparation, elle est vraiment quelconque. Elle se fait vraiment plus par sa vitesse, si je peux dire, plus que par sa technique. C'est pas un bon route runner, c'est vraiment très raw techniquement, c'est vraiment très 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 raw. Au niveau du run block, il essaie toujours d'être propre techniquement et produit beaucoup trop facilement l'équilibre et il a tendance à se faire trop facilement passer. J'ai pas eu de pass block dans les tapes que j'ai regardé, donc je vais pas en parler. Je crois que j'ai dû le voir une ou deux fois, mais alors, enfin, je vais pas vraiment pas me baser sur ça, quoi. Donc du coup, c'est un tight end qui est vraiment très raw sur absolument tous les plans, mais qui a énormément de potentiel par son gabarit et son athlétisme. Maintenant, encore une fois, bon, il a 23 ans et demi, il aura 24 ans au début de la saison NFL. Je pense que si déjà il montre une aptitude à jouer au minimum en special team et d'être un tight end numéro 3, il aura sa chance. Et encore une fois, je reviens sur l'âge, mais sur le poste de tight end, ça pose un peu moins de problèmes. Et entre 23 et 24 ans, il y a quand même une différence. Et je pense que va pas falloir qu'il attende avant de progresser techniquement, en tout cas sur ce qui semble être son point fort, donc le jeu, le jeu à la réception, quoi. Et il va falloir qu'il progresse vraiment très vite, qu'il essaye de faire des camps de tight end comme il peut y avoir en NFL, les camps de George Kittle, les trucs comme ça, pour essayer d'apprendre le plus vite possible. Et voilà, mais c'est un très très beau potentiel, mais globalement ultra raw, ultra raw. Ouais, ouais, c'est sur ça, je suis assez d'accord avec toi. Après, le truc, c'est qu'on peut aussi voir le fait qu'il ait 24 ans comme un point fort, en fait, parce que quand tu as son gabarit et que tu as son âge, en fait, on peut te mettre directement sur le terrain. Tu vois, s'il y a une blessure ou quoi au poste de tight end, tu pourras l'envoyer au feu et voir un petit peu comment il se débrouille. En tout cas, ouais, moi, c'est un prospect que vraiment je kiffais quand il était vu pour être en fin de draft, mais le mec a tellement fait un gros combine, un gros pro day que je te dis, je vois son nom monter de plus en plus. Attention, s'il est pique plus haut, à pas non plus avoir une mauvaise surprise, quoi. Comme on vous dit avec Val, c'est un bon athlète, mais il est vraiment très très raw. En fait, il y a encore beaucoup de travail à faire avec lui. Donc, faudra lui laisser du temps, je pense, quoi qu'il arrive, même si on l'envoie au feu dès son année 1. Je pense qu'il faudra attendre déjà une bonne année, voire deux, avant de voir vraiment le joueur qui pourrait être, qui pourrait devenir. Mais en tout cas, ouais, moi, je sais que Jelani Woods, je kiffe bien. On va avancer, Val, avec cette fois-ci un autre joueur qui vient de l'État de Virginie, hein, puisque tu vas nous parler de James Mitchell de Virginia Tech. Là, déjà, au niveau de l'âge, on est sur quelque chose qui fera bien plus saliver les scouts NFL parce qu'on est sur un joueur de 21-22 ans. Quand la saison commencera, il aura 22 ans. Par contre, au niveau du gabarit, c'est pas forcément le truc qui fait rêver parce qu'il a 6'3. On sait que 6'3 pour un tight end, c'est assez petit. 242 pounds, par contre, voilà, ça va. Il a de la viande, il pourra encaisser les chocs. La saison de James Mitchell, statistiquement, elle est pas folle, hein, puisqu'on parle de 42 yards et un touchdown. Mais c'est dû à sa blessure au genou qui a nécessité en fait un petit peu de chirurgie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Val, de James Mitchell? James Mitchell, moi je l'avais assez haut sur mes scootings, je l'avais
vraiment début de tier 4, mais vraiment quand tu reprends un peu les bases du poste de tight end et sur son gabarit, bah, c'est quand même assez compliqué. Je pense que s'il avait été à 6-4 encore, tu vois, ça l'aurait fait, mais vous dites sûrement c'est rien, mais je vous assure que il y a certains postes où la taille et le gabarit globalement comptent vraiment. Mais sinon, à part ça, c'est quand même un bon athlète qui gère bien les différences d'accélération pendant ses tracés. Je trouve qu'il a vraiment un gros body control avec beaucoup de flex sur le haut du corps et de l'agilité, donc ce qui lui permet de faire des big plays. Il a des mains très sûres, il a une grosse concentration, il traque très bien la balle. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne release, pardon, que ce soit avec ses pieds ou avec ses mains. Il arrive à créer de la séparation sur les tracés en slot intérieur court ou long. Maintenant, bah, il a un gabarit, comme je l'ai dit, un petit peu banal. Il a une vitesse vraiment pas très bonne pour son gabarit. On aurait aimé un petit peu plus rapide. Il a une panoplie de routes aussi très limitée. Il a un potentiel de traditionnel tight end et de bon bloqueur, mais il doit vraiment progresser en puissance sur le bloc et aller à la salle comme j'ai marqué. Il a une très bonne explosivité et un bon punch, donc c'est un peu dommage, je trouve, de pas essayer d'en faire une force supérieure pour lui et essayer de pallier à son petit manque de gabarit. Et il serait peut-être intéressant de le voir en tant que fullback slash tight end, donc fullback plutôt receveur, tight end vraiment de type Y et à faire courir sur des tracés intérieurs, j'aime beaucoup, ou extérieurs courts ou intermédiaires. Pourquoi pas essayer de l'intégrer, des fois de le mettre sur l'extérieur pour un tracé vertical simple si le match-up avec le safety est favorable. Voilà, je pense que c'est un mec qui, déjà, il faudra voir comment il revient de sa blessure au genou. Même si maintenant on sait que bon, il y a quand même pas mal de bons médecins et que bah, c'est des blessures qui sont assez récurrentes maintenant pour tous les sportifs et qui commencent à être vraiment très bien soignées. Donc des mecs, ils en reviennent assez facilement de ce genre de blessures. Mais voilà, ça reste un humain. Voilà, faut voir comment ils reviennent de ça. Et vraiment, je vois vraiment un mec, tu vois, potentiel 3, mais tu peux inclure voilà, en tant que fullback, tight end, s'il progresse en puissance sur son bloc. Et sur certains packages, mais pas plus, tu vois, pas vraiment un mec installé en tant que numéro 1 ou numéro 2. Quand on voit, surtout moi, ce qui me fait peur, c'est, bah, comme je l'ai dit au début de sa présentation, c'est son gabarit. Et à ça, tu nous dis qu'il a un combo bah, gabarit-vitesse qui est pas ouf. On sait que le poste de tight end change de plus en plus année après année. Et les mecs veulent des athlètes de fou maintenant à la position. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour James Mitchell en NFL, je pense. Donc on verra, on verra. Il est jeune et en tout cas, comme d'habitude, hein, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Hein, nous, on lui souhaite le maximum, mais ouais, c'est comme l'a dit Val. Franchement, ça risque d'être compliqué, je pense. Bah, écoute Val, on va avancer et maintenant que ce tier 5 est terminé, bah, on va attaquer le tier 6 et on va commencer le tier 6 avec un joueur de la fac de notre ami Elio Balayette, Elio Di Maryland. Donc on va parler de Chigoziem Okonkwo. Alors attention le blaze, hein, il risque d'y avoir des coquilles, on est désolé si ça arrive. Donc en tout cas Okonkwo, donc ouais, Université du Maryland, il a 22 ans et demi, il aura 23 ans quand la saison commencera. Et puis là on est sur un gabarit encore plus petit que Mitchell, parce que là où Mitchell était à 6,3, bah, Okonkwo il est à 6,2. 242 livres, il sort une saison à 447 yards et 5 TD. Vas-y Val, je te laisse y aller sur Okonkwo. Est-ce que tu vas nous faire criser Elio Di Maryland ou est-ce que tu vas le caresser dans le sens du poil? Je te laisse faire. Non, comme toujours, je pense être assez juste dans mes scootings. Après, c'est mon avis, ce sera peut-être pas le sien, et je l'emmerde, et puis voilà. Je pense être assez juste, hein. Je l'emmerde et de toute façon je l'emmerde, mais je suis juste. Vas-y Val. Euh, du coup, Chigoziem, bah, il a vraiment de bonnes mains.
Il sécurise vraiment bien la balle, mais il a quand même un peu de mal à traquer la balle au-dessus de lui, comme tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'était pour Garrett Prince que j'en parlais. C'est vraiment quelqu'un qui a tendance, on a tendance à lui envoyer la balle quand il se retourne sur des tracés courts et intermédiaires, intérieurs ou extérieurs. Si on se place dans l'optique qu'il est un receveur plus, mais il est une bonne menace en yard after catch. Il court de beaux tracés, j'aime bien sa séparation sur les tracés courts ou intermédiaires. Maintenant, bah, le problème, c'est que sa taille, quoi, 6'2", il y a même des receveurs qui sont bien plus grands que lui. Il n'a pas fait le développé couché au combat, et je pense que ça valide ce que j'ai vu de lui. Il semble vraiment pas hyper musclé, mais genre vraiment pas. Et il y a beaucoup de manque de puissance chez lui. Il a des petits bras, il a un mauvais catch radius. Il n'est pas une cible dangereuse sur les tracés longs ou en red zone. C'est pas un bon bloqueur non plus. Il a une mauvaise technique, il est dépassé niveau puissance. Donc c'est clairement pas le tight end NFL prototype, mais on peut peut-être essayer d'en faire un fullback slash tight end ou l'utiliser uniquement comme faisait Maryland dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire en motion pour le faire courir comme sur un peu sa saison freshman, puisque c'est sa seule saison où on lui a vraiment donné le ballon en portée, ou en Y sur tracé court ou inter comme il a eu sur sa deuxième et sa troisième saison. Donc pour donner un petit comparatif, j'utilise souvent des mecs de Green Bay parce que bah, j'estime que c'est ceux que je connais le mieux. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à prendre d'autres mecs. Mais un Deguara, voilà, ce genre de mec qui est pas très grand, mais qui a quand même des bonnes mains. Par contre, Deguara, il était vraiment meilleur au niveau du bloc, ça c'est sûr. Donc ça me paraît un petit peu compliqué quand même de se faire une place pour Okonkwo. Il va falloir qu'il essaie de trouver un peu plus de puissance, qu'il aille à la salle, qu'il améliore son run block. Et je pense que s'il fait ça, on a possiblement ce genre de fullback plus receveur que bloqueur. Mais ça peut servir de temps en temps, ou sinon l'utiliser en tant que vraiment en tant que receveur bis. Mais à ce moment-là, bah tu vas pas chercher au Conco et tu vas prendre un autre receveur, quoi. Donc un vrai, enfin en tout cas un vrai receveur. Donc je sais pas trop comment les scouts NFL et les GM voient, se voient envers Okonkwo, s'ils voient ce que je vois moi, ou s'ils le voient vraiment qu'un tight end, comme un tight end, mais ça me paraît vraiment très compliqué, rien que pour sa taille. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, et je pense que vraiment sa seule utilisation possible serait en tant que fullback slash tight end, mais même en fullback, bah, il y a énormément à travailler sur le bloc, quoi, parce qu'il le faisait très rarement à Maryland, et quand il le faisait, c'était vraiment pas ouf. Donc voilà, ça me paraît un petit peu compliqué pour Chigoziem, mais ça mérite un tier 6 ou 7, quoi. On est comment sur, d'un point de vue vraiment accélération, vitesse, explosivité Pardon. C'est pas le top. Parce que C'est je te dis ça parce que c'est vrai que quand on voit en fait le côté hybride qu'il peut avoir, je me dis que s'il tombe au bon endroit, dans les mains d'un petit génie offensif, est-ce qu'on pourrait pas lui voir un développement au bout de, je sais pas moi, 2-3 ans, un peu à la merde. J'ai plus le nom. Kyle Juszczyk, le fullback slash tight end des Niners, où vraiment Shanahan l'utilise parfaitement dans ouais, plein de manières différentes, sans que finalement quand tu regardes Juszczyk, il a pas, c'est pas le meilleur des blocking fullback. S'il était placé tight end, ce serait pas le meilleur bloqueur ni même le meilleur receveur en tight end. Mais pourtant, dans cette position un petit peu hybride où parfois il porte la balle, parfois il sort en réception, parfois on lui demande de bloquer, parfois il fait le lead blocking. Bah, en fait, Kyle Shanahan arrive vraiment à tirer le maximum d'un mec comme Juszczyk au point d'en avoir fait un pro bowler. Est-ce qu'on pourrait pas voir un espèce de développement à terme comme ça pour Chigoziem? le truc, c'est que j'arriverai pas à prononcer son nom, mais celui dont tu parles, vraiment, musculairement, il est 10 fois au-dessus de Chigoziem. Donc déjà, tu pars au moins avec une base où niveau puissance, le mec, il va pas se faire éclater sur le run Ouais. block. Mhm. Là, il y a beaucoup à faire. Donc si le mec, il se met, parce qu'on en a vu plein, hein, aller à la salle pendant l'off-season, prendre leurs 5 grammes de créatine par jour, manger du bon poulet bien épicé, et puis inclure du bon riz en quantité 4 fois par jour dans leur assiette et prendre de la masse, pourquoi pas.
Et il y a beaucoup, beaucoup à faire, quoi. Il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, Ok. mais Ok, ok. à terme, c'est l'idée, mais il y a énormément à faire, quoi. Et de dire que tu vas le drafter juste pour faire jouer en tant que slot et sur des tracés courts, même plutôt extérieur, parce que je trouve qu'en intérieur c'est bon, mais c'est pas excellent. Mon extérieur c'était vraiment pas mal par contre. Bah, ça va une fois dans le match et encore quoi. Enfin, tu vas pas le mettre, donc. Ah ouais. Ah ouais, non, mais je vois. C'était juste un petit point comme ça de réflexion. On va avancer Val et cette fois-ci tu vas nous parler d'un mec qui nous vient de SMU, un mec qui, si je dis pas de bêtises, il me semblait que tu aimais bien le profil. Tu vas nous parler de Grant Calcaterra, donc SMU, comme je vous l'ai dit, il est à 23 ans et demi. Je sais même pas si quand la saison commencera, s'il sera à 24 ans. 6'5", 243 pounds. On est sur un gabarit dans les clous, quoi. Il est dans les normes NFL. Jolie saison avec Tanner Mordecai aux manettes. Il nous fait une saison à 465 yards et 4 touchdowns. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Grant Calcaterra, Val? Bah, déjà, je vais commencer par son passif parce que c'était un très grand espoir au poste de tight end au début de ses années de college football quand il était à Oklahoma. Malheureusement, il a eu de nombreuses commotions. Il avait été forcé de prendre sa retraite, donc il n'a pas pris sa retraite, hein. Il a été forcé de prendre sa retraite médicalement en 2019 avant de revenir en 2021. Donc déjà, ça vous place un petit peu le truc. J'y reviendrai à la fin. C'est un bon athlète, mais qui globalement manque de puissance et reste une menace quelconque d'un point de vue vitesse. Par contre, on peut observer un très très bon footwork sur tous les aspects du jeu, que ce soit au sol, sur le jeu au sol ou sur la passe. Il est plutôt un très bon bloqueur dans l'ensemble et une bonne technique, beaucoup d'engagement et un bon punch. C'est un bon route runner qui traque vraiment bien la balle et s'ajuste bien. Il est doté aussi de très bonnes mains. Par contre, il a des petits bras et donc une zone de catch étendue très faible pour un tight end. Moi, ça, j'aime pas trop. C'est pas une grosse menace après réception. Ça casse pas beaucoup de plaquages. On est globalement en fait sur un très bon tight end. Le problème principal, c'est ses commotions. Est-ce qu'il va... Alors ça, c'est vraiment du subjectif et c'est ce que je pense, hein. Est-ce qu'il va pas s'arrêter dès sa première année en vue des risques et de ce qu'il aura peut-être touché comme argent s'il est pris assez tôt? Est-ce que les coachs vont vraiment avoir envie de l'envoyer au charbon et mettre sa vie en danger? Quand t'as un mec qui a eu plusieurs commotions, qu'il a été obligé de prendre sa retraite, bah, enfin, t'y repenses à deux fois avant de de mettre un pic pour lui. C'est un tight end, tu vois, que j'aurais plutôt classé en tier 3 ou 4 sans tous ces problèmes de commotion. Et je pense que c'est son principal problème, en fait. Tu vois, même avant de parler de que le mec, ce serait un bon numéro 2 en NFL, qu'il est globalement bon partout et tout, c'est bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre le risque déjà d'utiliser, et je dirais même de, entre guillemets, cacher un pic? Parce que je vous rappelle, quand il y a les tests médicaux et tout en pré-draft ou même quand ils sont draftés, bah, les médecins ils vont forcément ça, ils vont forcément regarder ça de plus près. Et c'est pas sûr qu'ils passent les tests. Après, s'il a été validé par la NCAA pour revenir en 2021, normalement ça va. Mais voilà, le mec il a forcé. Enfin, il a eu plusieurs commotions. Même lui, j'aurais été lui. Enfin, tu reviens pas quoi. Au bout d'un moment, c'est ta vie qui est en jeu quoi. Enfin. Tu vas jouer en NFL, tu vas te manger un gros defensive head bien vénère qui sort de Penn State, qui va te mettre le cax dans la gueule dès ton premier contact. Bah, enfin, ça va pas être terrible, quoi. Donc, je sais pas. C'est vraiment ça qui me... C'est pas son talent le problème, c'est vraiment les commotions, sa santé, comment les GM vont voir ça. Parce que même si tu te dis, admettons, tu l'utilises jamais en run block ou en pass block, et ça n'empêche pas de se prendre des gros coups, des targeting en tant que à la réception. Donc, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour lui et pour les GM, au point de Ah, vue commotion, pas au point de vue talent. pour lui, encore une fois, le problème, c'est comme tu l'as dit, il y a le point de vue pécunier où forcément, lui, actuellement, il a pas de thune, donc bien sûr que si, que le jeu en vaut la chandelle pour lui. Maintenant, comme tu as dit, c'est d'un point de vue GM, moi, je fais pas le move. C'est comme tu l'as dit, en fait, si c'est pour que je le prenne et que, allez, à la fin de sa première année ou fin de deuxième année, le mec
entre guillemets, te la mettre dans le cul, oui et non, parce que bah, tu es au courant de ses comos, mais que voilà, toi tu lui as filé de l'argent garanti et que le mec se barre avec le chèque sans au final avoir joué, il n'y a pas réellement d'intérêt, tu vois, même si tu prends ça vraiment du point de vue business, avant de faire passer l'humain devant. Donc, Là, je viens de regarder, quand il était à OU, il était en major de communication. Donc, il a eu son major de communication. Donc, je sais pas c'est qui ou à quoi, mais tu vois, il a un diplôme. Donc, je veux dire, ok, certes, tu as forcément moins gagné. Et encore, je veux dire, tu as ton nom, tu peux essayer de créer quelque chose autour du football. Enfin, franchement, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Je sais pas. Je comprends, tu vois, qu'il a envie de tenter le coup, ou possiblement de se faire drafter, mais voilà, je veux dire, TGM, le mec, tu te dis, il va prendre son oseille, son contrat rookie, même si c'est pas énorme, il va se dire, bah, même si j'ai pris, je sais pas combien ça correspond en fin de draft, mais admettons, je sais pas, il a pris 10 000 $. Avec 10 000 $, je sais pas, tu sais, il va prendre, il va dire merci, au revoir, même, je pense que c'est ah même ouais. plus. Mais C'est plus, si je te dis pas de conneries, les mecs comme ça en fin de draft, ils s'approchent du minimum au poste. Mais donc on est genre en dessous du million, mais je crois qu'on est autour des 500 000 l'année ou un délire ah comme oui, quand ça. même. Ah ouais, bah c'est sûr qu'il c'est ce qu'il Il me vise, à mon semble, avis. hein, il me semble que c'est une connerie comme ça. Après, peut-être que je te dis complètement de la merde, mais il me semble qu'on est aux alentours de 500 000, peut-être 400 000 par là. Après, c'est vraiment peu quand tu es undrafted. Mais si t'es pris ouais, comme ça en fin de draft, au tour 6, 7, je crois qu'il me semble que t'es genre au minimum du poste, mais c'est quand même pas mal, quoi. C'est pas, on parle pas Il- de 10 000, tu vois. Ouais, donc ouais, c'est vraiment possible. Donc à mon avis, c'est vraiment possible que les gens ne prennent pas le risque et qu'ils, par contre, soient tentés en undrafted free agent parce que c'est pas du tout pareil. Mais je sais pas. Enfin, moi, j'irais pas gâcher un pic parce qu'en fait, le mec, il peut être mytho en soi, tu vois. Il peut être mytho Mm. et dire Ouais, non, bah c'est t'inquiète ça. pas, je vais jouer, tout va bien. Et puis au final, il clamer, quoi. C'est ça. Et puis en plus, il me semble que quand tu es drafté, même si tu es drafté en fin de draft, tu as de l'argent garanti. Alors que quand tu es en undrafted, là, vraiment, l'argent C'est un garanti, pour le contrat, coup, c'est ça autre chose. correspond à. Ouais, ça correspond vraiment à une misère. Genre là, pour le coup, ce qui est garanti, on s'approche ouais, des genre 10 000, 20 000 $, tu vois. Mais donc, les mecs s'en battent les couilles. Ils peuvent te cutter du jour au lendemain. Ils en ont rien à foutre, tu vois. Mais Alors, ouais, juste loin de moi hein, de penser que c'est un mauvais gars et tout, mais c'est juste, on essaye de vous expliquer parce que c'est un profil atypique, particulier, donc de ce qui peut se passer, mais loin de moi de penser qu'il fait ça pour l'oseille ou quoi, mais il faut se le mettre dans la tête quand même, tu vois. moi, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais gars ou quoi. Pour moi, c'est normal, Ah c'est ouais, humain en fait. C'est là, ça, c'est même pas question d'être mauvais gars. C'est, tu sais que tu as un talent. Que par contre tu as fait como sur como sur como, bah écoute, si tu peux essayer de gratter de la thune avant de plier bagage, je pense que tout le monde le ferait, tu vois. Donc à voir. Mais moi personnellement, comme je t'ai dit, si là je devais me mettre dans la peau d'un GM et donc penser vraiment, tu sais, de manière robotique, tu sais, penser business avant de penser humain, bah en fait même en pensant business, bah le truc je le fais pas quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de d'avoir sur la conscience un mec qui peut devenir un légume sur le terrain. Et si je pense comme un robot, bah de manière business, en fait, je le fais pas parce que il y a un trop gros risque que je me fasse chourer de la thune entre guillemets sans avoir un retour sur investissement. Donc Calcaterra, ouais, c'est ça s'annonce mal barré. Donc on verra, on verra. Il y aura peut-être une team qui va le drafter parce qu'elle aura eu elle l'aura peut-être fait passer, elle lui aura peut-être fait passer, tu sais, un entretien médical ou quoi. J'en sais rien, tu vois. On sait pas, on verra ça au moment de la draft en tout cas. On avance et donc là on va parler du dernier tight end de cet épisode, le tight end de San Jose State University, Derrick Dees Jr. On est sur un tight end de 6'4", 235 pounds. Belle saison statistique en termes de yards parce qu'il a 630 yards pris, par contre seulement 4 touchdowns. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Val, de Derrick Dees? ouais, c'est un profil très, très particulier. Juste aller voir au moins une tape ou deux de lui, vous voyez, il a des cuisses énormes et c'est très marrant quand il court. Il perd beaucoup de body control et pour son gabarit, c'est moyen quoi. C'est un peu bizarre. Enfin bon. Euh, il a un bas du corps très puissant. Par contre, son haut du corps, il a vraiment de puissance. Il a une bonne coordination avec pieds-mains, des bonnes mains. Il protège bien son ballon. Il traque bien la balle. Il a une bonne zone de catch agrandie avec de longs bras, mais c'est pas élite, mais c'est quand même au-dessus de la moyenne. Je trouve que c'est un bon route runner aussi. Il a une vitesse très moyenne,
mais quand même une bonne accélération, vraiment au début de ses routes. Il a une petite panoplie de tracés. Généralement, c'était toujours les mêmes tracés qui couraient à San Jose State. Techniquement, sur le run block, il est en difficulté, même s'il procure pardon, beaucoup d'efforts. Et voilà, globalement, c'est un route runner très moyen, très raw. C'est vraiment, on est à la limite du tier 7 avec des rip 10. Mais et en fait, il a un corps assez atypique et je trouve que quand même, avec du temps, si c'est bien musclé, que si ça retrouve vraiment un bon body control, tu peux développer quelque chose avec lui, tu vois. Mais je dis vraiment du peut-être et c'est vraiment à développer. J'ai essayé de vous inclure un dernier mec qui avait un petit quelque chose en plus. Parce que comme je vous ai dit en début d'épisode et quand on va vous donner quelques noms après, c'est vraiment pas incroyable de ce qui se profile sur les fins de draft, sur la fin de prochaine draft au niveau tight end. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur lui. Mais il y a quand même une bonne base à travailler quoi. Mais ça demande encore une fois énormément de boulot quoi. Ok, ok, très bien. Bah, du coup, c'est ainsi que se conclut donc notre épisode sur les tight ends, notre deuxième partie sur les tight ends. Donc, comme vous l'a dit Val, il a encore quelques petits noms à vous glisser comme ça, sur lesquels garder un œil au moment du troisième jour de draft. Donc, vas-y Val, je t'invite à le faire dès maintenant. Ouais, il y a Trey Barry de Boston College, t'as Brant Cuitt de Utah, qui est pas trop mal. T'as un Tigan Quitoriano de Oregon State qui a un profil assez particulier parce il est petit. T'as aussi Connor Hayward de Michigan State qui est assez marrant, mais je pense qu'il sera, parce que de mémoire, c'est un 5'11", donc c'est vraiment petit pour le poste, mais je pense en tant que fullback, il y a quelque chose à faire. Après, tu as un Peyton Hendershot de Indiana. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Je vais pas vous mentir, Nick Muse et tout, c'est vraiment pas ouf. C'est des profils où souvent il y en a qui sont vraiment assez petits, donc ils seront même pas forcément pris pour jouer en tant que tight end. Il y a peut-être Chase Allen d'Iowa State qui est pas trop mal, mais voilà, c'est honnêtement, il y en a aucun qui méritait de rentrer dans le tier 6. C'est vraiment pas ouf et je vois vraiment pas un d'entre eux qui arrive même à, tu vois, à avoir une petite explosion pour être tight end 3 en NFL. Après, Ça m'étonnerait forcément, à part voilà, Connor Hayward ou Tigan Quintoriano qui sont vraiment à part au niveau taille et tout. Mais sinon, c'est pas ouf. Après, comme on l'avait dit dans le premier épisode, enfin la première partie sur les tight ends, de toute façon, on n'est pas sur une cuvée de tight end. Très clairement, il y a 2-3 noms qui ressortent. Ensuite, il y a 2-3 projets à couver un petit peu pour développer. Mais voilà, au-delà de ça, on n'est clairement pas sur une. J'ai pas l'impression qu'on se dirige sur une draft all-time en termes de tight end, quoi. Donc, Ouais. C'est assez rare hein, sur ce poste. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Il y a souvent un prospect qui ressort que tu vois après la deuxième, troisième année où tu te dis ah ouais franchement lui il est trop fort, mais c'est quand même très rare d'avoir des QV full en tight end. Donc en tout cas ça c'est dit. Nous on a fait le tour un petit peu de la question des tight end. Donc comme on vous a dit là les 2-3 derniers noms que vous a cité Val, s'ils sont draftés lors du troisième jour, on ira un petit peu plus en détail à ce moment-là. Sinon, bah pareil, on sera dispo le jour de la draft, que ce soit le premier, deuxième, troisième jour pour parler de prospects qui peuvent vous intéresser et sur lesquels vous aimeriez possiblement des petits détails en plus. Mais sinon, nous, bah là, on a terminé avec les tight ends, Val. Donc on va se dire au revoir et on se retrouve pour le prochain épisode. Ce sera les centres et guards, les inside O-line, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc voilà, voilà. Allez, salut tout le monde. Salut Ryan. Salut tout le monde, salut Val, ciao.